Alors, dans les précédentes vidéos, on a parlé du complexe d'Œdipe et du rapport que chacun d'entre nous peut entretenir avec la loi. Que diriez-vous si aujourd'hui on explorait le moment où tout cela se forme? Dans ce cas, il faudrait parler du stade phallique, non? Ouais, on va faire ça. On va parler du stade phallique. Pour savoir ce qu'est le stade phallique, il faut déjà savoir ce qu'est un stade, c'est-à-dire une étape du développement psycho-affectif. De façon très schématique, la vie humaine se divise en 5 étapes. Vous avez la petite enfance qui est marquée par l'acquisition de la marche, de la propreté et du langage, la première socialisation avec un apprentissage des règles, principalement au sein de la famille. En vérité, avec l'école maternelle, les enfants de cet âge-là se socialisent aussi en dehors de la famille. Et les âges que vous voyez s'afficher là sont purement indicatifs. Puis vient la deuxième socialisation avec l'entrée à l'école et l'acquisition des savoirs. Ensuite, on a l'adolescence avec son lot de bouleversements hormonaux et pulsionnels. Et enfin, l'âge adulte où on est censé se contenir sur le plan pulsionnel et être affectivement stable. Ah oui, quand tu dis que c'est schématique, c'est vraiment schématique. Oui. D'ailleurs, les noms que j'ai donnés à ces phases de développement ne sont clairement pas homologués. Mais retenez simplement que le stade phallique correspond à cette première socialisation. Donc, dans stade phallique, on a stade qui renvoie à une certaine étape du développement psychique. Et pour ce qui est du phallique? Là, il faut que je vous parle du phallus. Le phallus, c'est la représentation d'un pénis en érection. On parle d'un symbole phallique pour tout objet dont la forme rappelle celle d'un pénis en érection. Mais il ne faut pas vraiment y voir un pénis en érection. Ah bon? Non. Ça symbolise plutôt la puissance. Donc un symbole phallique, c'est la représentation de la puissance sexuelle pour représenter la puissance en général. Ok, donc tu nous dis que le stade phallique, c'est l'étape psychologique où on se représente la puissance? C'est un peu ça, mais plus précisément, au stade phallique, on se représente le monde comme divisé en 2 catégories. Les forts et les faibles. Ceux qui ont un phallus et ceux qui n'en ont pas. Si je suis bien ton raisonnement, au moment où on intègre les premières règles sociales, on sépare les gens entre puissants et impuissants. Et c'est du Freud, ça? C'est du Freud, mais pas vraiment dans le texte. Là où je rattache le phallus à la question de la loi, Freud, lui, le rattache à la question de la différence des sexes. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse en lien un article de Freud sur le sujet. En gros, ce que je fais là, c'est de simplifier les points de vue de Freud et de Lacan. Ok, j'essaie de voir où tu veux nous amener. Puisque le phallus, c'est quelque chose qui représente la puissance et que tu veux nous parler du stade phallique avec Édouard aux mains d'argent, oui, ça veut dire que tu as vu dans ses fameuses mains un symbole phallique? Exactement. Ce qui m'amène à mon hypothèse, les problématiques auxquelles Édouard est confronté relèvent du stade phallique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Édouard aux mains d'argent est un film de Tim Burton sorti en 1990. Il raconte l'histoire d'Édouard, jeune homme créé par un inventeur, mort avant de pouvoir l'achever. Depuis, Édouard vit seul dans son haut château et passe ses journées à créer des sculptures végétales, jusqu'au jour où Peg Boggs, une vendeuse de cosmétiques, se pointe chez lui et décide de le ramener chez elle, dans un quartier résidentiel au bas de son château. Pour vérifier mon hypothèse, je vous propose de voir en quoi les mains d'Édouard sont ou non un symbole phallique et quel lien il entretient avec la puissance et la loi. Regarde! C'est pas croyable. Les mains d'Édouard, qui au départ sont le signe qu'il n'est pas fini, vont lui permettre de trouver une place au sein de cette communauté. En plus de ça, dès le début de l'histoire, on voit que ces sculptures sont le support de sa créativité et de son désir. Et au fil de l'histoire, il va évoluer et changer de support en passant des végétaux aux animaux, puis aux humains et enfin à celles qu'il aime. On a donc ces mains qui, étant d'abord un défaut, deviennent un atout. Et grâce à cela, il va pouvoir travailler son désir et va même aller jusqu'à pouvoir exprimer son amour. Je crois que c'est un des enjeux pour Édouard. Que faire de ses émotions? Comment on exprime la joie? Et partant de cette problématique, il va être confronté à la question de la loi. Un test de morale. Tu marches dans la rue et tu trouves une valise pleine d'argent. Il n'y a personne alentour. Ni homme, ni policier, c'est le désert. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu gardes l'argent. B. Tu t'en sers pour acheter des cadeaux à tes amis et à ceux que tu aimes.
C. Tu le donnes aux pauvres. D. Tu vas le rendre à la police. Je le donne à mes amis que j'aime. La morale d'Edouard n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. Ce qui fait que la morale rationnelle lui semble pas spontanément logique. Il a du mal à la saisir. Et lorsqu'il est débordé émotionnellement, les représentations de cette loi qu'il comprend si peu lui font peur. Son rapport à la loi est donc fait de peur et d'incompréhension. C'est le signe que cette loi n'est pas encore complètement intégrée. D'ailleurs, on peut distinguer la loi et la morale familiale qu'il ne comprend pas et la loi sociale dont il a peur. De tout cela, on peut conclure que la castration est un phénomène ambivalent, puisqu'il pointe à la fois un manque pour le sujet et crée de surcroît un désir donc du sujet. En ce sens, la castration est structurante puisque c'est cette insatisfaction résultante du manque qui fait de lui un être de désir s'adressant à l'autre. Pour simplifier à outrance, la castration serait vecteur de socialisation. C'est pas du tout ça la conclusion qui était prévue là. qu'est-ce qui se passe là? D'accord, donc t'es qui et qu'est-ce que tu fous là? Bon ouais, moi non plus, j'ai pas la bonne conclusion sur ma vidéo. Je suis Jérémy de la chaîne Va te faire suivre et je faisais une analyse d'Edouard Romain d'Argent moi aussi. Bah moi pareil. Écoute, ce que je propose, c'est que je veux bien aller voir ta vidéo pour voir au moins comment tu en arrives à cette conclusion là. Il y a un lien quelque part? Regarde, moi je mets le lien de ma vidéo ici. Donc du coup, tes viewers ils peuvent cliquer dessus pour voir ta conclusion et savoir comment est-ce que moi j'en suis arrivé à cette conclusion. Voilà, c'est tout pour cette psychoanalyse. J'avais quand même 2 mots à vous dire, c'est que là on arrive, actuellement en mai, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'année YouTube qui se termine plutôt en juin, ça suit un peu les vacances scolaires. Du coup, en fait j'ai pas mal d'idées, de concepts à ajouter. Pour rappel, j'ai pour l'instant 2 concepts sur cette chaîne qui sont les psychoanalyses, qui sont des analyses de films et de séries, généralement à partir de concepts de la psychanalyse, mais pas que, vous allez voir ce qui va arriver. Et aussi les mises au point dans lesquelles j'aborde des questions théoriques de façon très concise, généralement sur la théorie psychanalytique. Et là j'ai au moins 4 ou 5 concepts que je pourrais développer, et je voudrais bien en lancer un d'ici juin prochain ou au plus tard septembre prochain. Et du coup, plutôt que de choisir moi-même parmi ces concepts, ces idées que j'ai en tête, je me suis dit, plus ou moins pour fêter les 1000 abonnés que vous êtes, plutôt que de faire une FAQ, je vais vous proposer de choisir le prochain concept qui arrivera sur la chaîne parmi 3 de mes idées. Alors, pour ces 3 concepts, j'en ai un qui est assez proche de la psychoanalyse, c'est-à-dire que ce sont des analyses plutôt d'orientation psychanalytique, mais qui seront ni sur des films ni sur des séries, ça sera sur un autre type d'œuvre. Ensuite, en deuxième, j'ai un concept de vidéo sur l'analyse de discours, donc comment analyser les paroles des gens, et là c'est absolument pas d'orientation psychanalytique. Et comme troisième concept, j'ai une idée d'analyse un peu du monde moderne d'un point de vue psychologique. C'est très intéressant, je vous influence pas, tout est intéressant dans ce que je vous ai proposé. Je vais tous les développer normalement, en tout cas c'est ce qui est prévu, mais lequel je privilégie, ça je vous laisse en décider. Donc donnez votre avis en commentaire, je lis tous les commentaires. De mon côté, moi je vais continuer de développer de plus en plus cette chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous la trouvez intéressante et si vous savez que vous avez des amis ou des connaissances qui seraient intéressés par les sujets abordés dans mes vidéos.